Vous faites chier. D'ailleurs, j'ai pas envie de mourir. Mais t'as envie de quoi? Je vais aller au cinéma. Voir quoi? Il y a des trucs chouettes en ce moment? Il y a un film bouleversant qui s'appelle Morne-Plaine. C'est une histoire qui se passe dans le Nord, sur l'angoisse du chômeur qui regarde son terril. C'est en noir et blanc, caméra à la main, joué par des amateurs. Allez-y, butez-moi. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules and bubble mice. Yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 17, épisode 20. Cette semaine, émission loi de l'attraction, modelage et course-poursuite. Si vous faites vos choix uniquement en fonction de vos peurs, jamais de vos envies, la morsure du souvenir reviendra vous envahir et nous deviendrons à notre tour votre obsession. La parure du souvenir viendra tout embellir. Obsession, obsession, la puissance du désir viendra vous faire souffrir. Enfin bref, il est 19h et comme disait Peter, c'est l'heure. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard et l'émission de cinéma qui est la mieux que les autres langues. Vous l'aurez peut-être compris via cette citation d'une chanson de Etienne Dao, espèce de mauvais rennais, avec donc la chanson Obsession. Je suis pas rennais, moi. Donc. Ça fait 25 ans que tu habites ici. Hein, je suis rennais d'adoption, donc voilà, je suis excusé. Mais Quimpérois de cœur. Voilà, Quimpérois de cœur. Pose-moi des questions sur les sonériennes dues. Ah, j'adore sonériennes dues. Voilà, là je peux te parler. Quimper, hein, qui je vous rappelle est aussi justement un lien entre Etienne Dao, qui est la capitale de la galette au beurre, et qui est surtout, d'après Pascal Brutal, une ville quasiment exclusivement habitée par des gays. Ouais, on le voit vrai. Ça dans la première BD de Pascal Brutal. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Je peux en attester. Vous en avez croqué. Ah ben il s'est passé plein de choses, mais seuls les murs de Quimper s'en souviennent. Je ne parlerai pas seuls les murs et les draps. Je ne parlerai pas de mon passé sulfureux dans le Finistère. Donc évidemment, alors au programme ce soir, avant de digresser, donc nous allons parler du nouveau film Wallace et Gromit, La Palme de la Vengeance, réalisé par Nick Park et Merlin Grossingham. Ensuite, nous parlerons de Nosferatu version 2024 de Robert Eggers. Et enfin, je finirai par parler d'un peu de poésie avec Den of Thieves 2. Pantera de Christian Gudegast, avec surtout notre ami Gérard Butler. Est-ce qu'il y a du Pantera dans la BO? Non, malheureusement. Ah, ils font mal les choses, ils font mal les choses. Ce programme autour de cet avis, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest à ma gauche, toujours à ma gauche, il y a carrément Fleuret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à toutes et à tous. Vous l'avez entendu, il y a également le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Il y a également Margot. Bonsoir Margot. Bonsoir. Et à la mise en son de cette émission, il y a Ulysse. Coucou Ulysse, qui vous coucou de bac. Avant de passer à la section critique de cette émission, quelques nouvelles neuves de tête de ligne. Un seau de merde, docteur. Il m'a jeté un seau de merde en pleine figure. Alors, agenda, le monde va mal, mon cher Thibaut. Hein, les résultats du Stade Rennais Football Club sont catastrophiques. 2 défaites dans la semaine. 17 points, c'est nul, on est juste à côté de Nantes, c'est lamentable. C'est pitoyable. Quel est votre diagnostic et votre solution à apporter, mon cher Thibaut? Le même que ce qui a été... tout cramer, reconstruire sur des bases saines. Le même qui a été émis par le RCK. Voilà, Erwan, tu sauras. Je ne sais pas du tout ce qui a été émis par le RCK, mais je fais confiance. Donc bref, agenda local. Donc le prochain film du dimanche soir est déjà prévu, et comme nous sommes vraiment dans le racolage et que nous aimons bien faire pleurer les gens, ce sera donc un film de David Lynch, qui nous a quitté donc la semaine prochaine, et ce sera... Non, ça sera plutôt Calmos de Bertrand Blier à la place. Voilà, qui est mort aujourd'hui aussi, donc Bertrand Blier, c'est pour ça qu'on l'a entendu en pré-générique, mais donc ce sera une histoire vraie, A Straight Story, son meilleur film, je trouve, à David Lynch. Son film le moins excentrique en apparence, mais par contre néanmoins étonnant. Et sans doute un de ses plus humanistes. Enfin, un de ses plus humanistes. Ça a toujours été un humaniste, Lynch, mais sans doute un de ceux où son humanisme et son amour pour l'humanité et pour l'Amérique éclatent au grand jour. Donc ce sera le 16 février prochain. J'adore ce film. C'est un très très beau film. C'est un film premier degré. Après Pas de Garrett et Bizuki de dimanche dernier, nous continuons dans le western. C'était bien. C'était bien, très bien. C'était formidable. Sinon, à Cinémaniacs, la semaine prochaine, le 28 à 20h sur le campus de Rennes au Diapason, ce sera Le Loup-garou de Londres de John Landis. Super. Toujours bien. Probablement un de ses meilleurs films à John Landis aussi. Super scène de transformation.
Demain, au tambour, double programme écran variable avec à 18h15 l'étrange créature du lac noir de Jack Arnold. Très cool aussi. Super. Et à 20h45, on va rester dans la boue avec l'étang du démon de Masahiro Shinoda. Joli film. C'est bien ça Là, c'est bien. D'accord. Film début des années 60, si mes souvenirs sont bons. Donc, Exactement. mais c'est plutôt bien. Ouais, c'est plutôt bien. J'aurais bien mis ça en doublé avec un strobillet, moi. Oui, pour un peu faire contraste. Histoire de faire un peu contraste. Là, c'est pas assez contraste, tu vois. Ouais, Il manque un peu de hardiesse, je trouve. On en deux parlera. beaux films d'un coup. Voilà, on en parlera à qui de droit. Oui. Sinon, donc à partir de cette semaine, au TNB et à l'Arvor, c'est le festival Télérama pour revoir la sélection du magazine des meilleurs films de l'année, dans lequel il n'y a pas Fury Road. Est-ce vraiment bien sérieux tout ça? Non. Il y a quoi d'ailleurs? Oui, il y a ce qu'on a vu. Enfin, il y a le truc qu'on a déjà vu. Oui, voilà, l'histoire de Suleiman, je sais plus. Les figuiers sauvages, j'imagine. Voilà. Le Guiraudy. Oui. Anora. Probablement. Voilà. Ouais. Bref. Mais pas Frank Miller. Pas George Miller. Non. Et j'imagine que City of Darkness n'y est pas non plus. Non plus. La zone d'intérêt? Si, quand même, quoi. Oui, probablement. Ouais, zone d'intérêt, quand même, quoi. Sinon, dans les sorties nationales demain, il y a Better Man. Vous vous demandez qu'est-ce que c'est que Better Man? Oui, c'est le film avec Robbie Williams, c'est une histoire de singe. C'est un biopic de Robbie Williams, mais en joué singe. par un singe numérique. Alors, le film est sorti aux USA, il s'est planté, les mecs étaient étonnés, évidemment, déjà parce que aux USA, Robbie Williams, tout le monde s'en fout à l'époque, et encore plus maintenant. Il a 60 ans, et en Robbie plus, Williams. par un singe numérique. Non, il a plus 50, 55, Robbie Williams, je pense. On vérifie. C'est la même génération que Fact-checking. Gallagher, donc ça doit être ça, à peu près. Oui, ça doit être ça, mais donc, cinquantaine d'années. Après, c'est un mec très sympathique par ailleurs, Robbie Williams, oui, j'ai rien contre lui. À part que sa musique est pas intéressante, non, et ça son m'intéresse parcours pas pas du tout, terrible non non. plus, mais Non, sinon on n'a rien contre ce brave Robbie, quoi. Mais oui, donc du coup, on n'ira pas voir le film. Tu peux y aller si tu veux. Non, personnellement, je m'en fous complètement. Sinon, il y a un film. Il a 50 ans. 50 ans. Bon anniversaire. Donc, sinon, il y a un Le film. 13 février, c'est bientôt. Voilà, écoute. Un des premiers Vincent Lindon de l'année, je crois qu'il va probablement encore nous en faire 12 pour montrer qu'il a des figures et qu'il est très très concerné par ce qui se passe avec Jouer avec le feu, dans lequel Vincent Lindon joue un père courage qui a 2 enfants, un qui est vraiment super parce qu'il fait des bonnes études et l'autre qui s'acoquine avec des hooligans moitié nazis, donc pas cool, rébellion contre le père, et Vincent Lindon va froncer les sourcils et prendre une voix grave et douce pour dire que j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai fait ce que j'ai pu. Sinon, il y a le nouveau film de Hong Sang-soo, La Voyageuse, probablement son premier film des 4 de l'année. Parce qu'il en a sorti 3, je crois, l'année dernière, en France en tout cas. Mais... sinon, il y a Toute pour une variation féminine sur les 3 mousquetaires. Pourquoi pas? Il n'y a pas jamais eu de version féminine des 3 mousquetaires. Ça n'existe pas? Oh si, je crois. Un truc dans les années 70, il n'y a personne qui aurait tenté ça? Si, probablement, mais en fait, il y avait plus des films qui étaient centrés sur Milady que sur les mousquetaires eux-mêmes. Il y avait notamment une version... C'est bizarre que ça soit pas arrivé plus tôt. Il y avait notamment une version Milady de José Dayan avec Ariel Dombal. Ouais, moi je suis resté un peu au dessin animé japonais des années 80 où ils sont tous remplacés par des chiens. Ah oui, c'est vrai. Qui était très bien. Et sinon... C'est un peu voilà, mon expérience des 3 mousquetaires en audiovisuel, qu'on va dire. Et sinon, on ne l'attendait pas, on ne l'attendait plus. Ça promet pas monts et merveilles du tout. C'est le nouveau long métrage comme réalisateur de Mel Gibson dans un film qui a l'air tout pourri qui s'appelle Vol à haut risque avec Mark Wahlberg qui joue un tueur en série dans un avion. Mais pas Mel Gibson. Non, Mel Gibson réalise ce juste. Alors, on laissera la primeur à nos camarades du cinéma. Ouais, ils iront voir, ils tenteront et puis ils nous diront si c'est bien. J'ai surtout très d'entendre Étienne défendre avec une mauvaise foi absolue le nouveau film de son idole. La Wahlbergerie de l'année. Ouais. Alors oui, mais en plus c'est vraiment genre la réunion des faf ultra cathos de Hollywood qui refont un film ensemble. Voilà, en tout cas, ça promet pas grand-chose. En tout cas, je vais avec circonspection. Mais tu iras quand même. Il ira quand même, bien sûr. C'est Mel Gibson, on va vérifier. Il n'a pas sorti de film en tant que réel depuis 2016. Il a fait énormément de merde comme comédien entre les deux. C'est vrai. Beaucoup trop, c'est un peu son côté Nicolas Cage, voire encore plus merde, plus Bruce Willis, tu vois, vraiment des trucs minables. Et puis il n'a même pas l'excuse de l'aphasie, quoi. Non, même pas. Alors, en plus, il est déjà multimillionnaire, tu te dis, mais à quoi il sert tout son pognon? Comme ça, c'est dramatique. Bon, après, on va pas le plaindre non plus. Hein. Non. Donc voilà, on va... Super, hein. Ça a l'air vachement bien, ça va être vachement bien, là, début janvier, là, j'ai tellement hâte. 2025 démarre super bien. Bon, après, il y a des bons trucs qui arrivent oui, après. Oui. On va remplir notre programme sans problème. Nous allons passer à la section critique de cette émission en revenant vers parmi les plus beaux héros du cinéma d'animation et surtout le retour d'un des plus grands méchants de l'histoire du cinéma. Allô la police? Encore un cambriolage? Donnez-moi l'adresse. Allô la police?
Une girouette? Et depuis quand a-t-elle disparu? Allô, la police? On vous a piqué votre gros popotin? Oh, votre gros pot de thym, pardon. D'accord, j'ai compris. Quittez pas. Allô, vous êtes sur le répondeur du commissariat. Nous recevons actuellement un très grand nombre d'appels. Veuillez s'il vous plaît laisser votre crime après le bip. Bip! C'est quoi tout ce bazar? Oh, chef, c'est une vague de criminalité, une énorme flambée de cambriolage. Je n'ai pas le temps pour une vague de criminalité. Je suis déjà assez débordé sans ça. Vous diriez laquelle? La bleue ou la noire pour la cérémonie au musée? La bleue? Ah, oui. Ah, je vois ce que vous voulez dire. Assorti au diamant. Bref, revenons au cambriolage. J'ai un peu planché sur un tableau d'investigation et j'essaie de dégager un genre de thématique, vous voyez? Enfin, laissez tomber votre tableau. Écoutez vos tripes, ce que vous dit votre instinct. Alors voilà, tous les indices semblent converger sur cet homme. Un inventeur de la région. Wallace? Le citoyen intègre qui avait permis l'arrestation de Feathers? En fait, ça se pourrait. Tu coinces l'ennemi public numéro 1. Ça fait pas de toi un 5 que je sache. On considère que c'est un suspect, alors? Vous avez qu'à l'arrêter et l'inculper. Moi, j'ai un discours à écrire. Sérieux? On n'a pas besoin de preuves? Ah, j'en peux plus. Ces nouvelles idées à la loi qu'on vous fourre dans le crâne à l'école. Bon, puisqu'il le faut. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était un extrait de Wallace et Gromit, La Palme de la Vengeance, suivi donc évidemment du thème de Wallace et Gromit, composé par Julian Nott et réorchestré ici par Lorne Buffalo, qui est une nouvelle star de la composition américaine, Top Gun Maverick, tout ça, enfin plein de trucs, un mec qui aime bien faire du bruit de manière générale. Et donc, voilà, c'est Gromit, La Palme de la Vengeance, Most Foul, en version originale, donc réalisé par Nick Park et Marlene Crossingham. Nouvelle production de Hartman Studio, donc qui ont fait notamment les Wallace et Gromit depuis le début, mais aussi nous ont donné un certain nombre de films parallèles comme Les Pirates boient rien, mauvais en tout, réalisé par Peter Lord. Shaun le Mouton, qui démarre un peu comme un spin-off en fait de Wallace et Gromit, parce que Shaun le Mouton apparaît pour la première fois dans, je crois, le 2e épisode de Wallace et Gromit. Oui, dans celui-là, il y a le fermier. Oui, exactement. De Shaun le Mouton qui apparaît à la fin du film. Oui. Donc, voilà donc ça se passe dans le même lore, voilà, multivers, donc des studios Hartman, et le Wallaceverse, qui nous raconte, on va dire, peu ou prou une histoire assez connue et classique dans les Wallace et Gromit. Donc Wallace, c'est l'inventeur génial qui invente plein de trucs, mais qui est un peu distrait, et Gromit, c'est son chien un peu blasé mais hyper intelligent, où les relations sont toujours un peu les mêmes, c'est-à-dire que Wallace est empêtré dans toutes ses inventions à tel point qu'il en oublie l'humain et surtout qu'il en oublie le chien. Et donc notamment Wallace invente un jour Norbot, le robot qui peut tout faire, qui est super sympa et qui va faire plein de trucs trop cool. Mais patatras, on nous rappelle au début du film que donc Feathers McGraw, que le méchant pingouin que l'on voyait dans un mauvais pantalon, en fait. Le deuxième court-métrage donc de Wallace et Gromit, ourdit son évasion alors qu'il est enfermé dans un zoo depuis des années et des années, grâce à un plan machiavélique et extrêmement astucieux. Machiavéliquement. Il va donc s'échapper et court-circuiter les Norbots de Wallace pour aller foutre le dawa et revoler le diamant qu'il voulait voler dans un mauvais pantalon. Sur cette intrigue touffu, oui. Digne d'un John le Carré. Exactement, c'est ça. Ah, il y a des scènes d'espionnage. Il y a des scènes d'espionnage. Il y a un sous-marin. Oui, on n'est pas loin. Il y a un sous-marin. Donc, cool. Hardman et Nick Park donc, a réalisé tous les Wallace et Gromit. Ça faisait 20 ans pile qu'on n'avait pas eu de long métrage Wallace et Gromit, puisque le premier, La Vengeance du Lapin Garou, était sorti en 2005. Mais en fait, Hardman avait certains problèmes avec DreamWorks qui en fait voulait leur faire réécrire les choses pour coller un peu plus au marché américain. Et en fait, depuis leur court-métrage précédent, Hardman travaille avec Netflix, donc sur lequel la plateforme sur laquelle ce nouveau long-métrage est donc disponible, avec lequel ils ont toute latitude pour faire ce qu'ils veulent. Et clairement, à la fois en termes d'animation, en termes d'écriture, en termes de personnages, en termes de rythme, c'est toujours complètement hallucinant. Docteur. Bah ouais, écoute, voilà, c'est Gromit, quoi. Ça fait toujours plaisir de les retrouver, parce que c'est vrai que je me rends compte que c'est des personnages que je vois régulièrement. 35 ans. Hein. Depuis les années 90, en fait. Moi, j'ai découvert 1990, je crois, le premier. J'ai découvert ça dans l'adolescence. Moi, j'ai dû découvrir ça avec un mauvais pantalon. Je pense pas avoir vu le tout premier. Le premier qui est celui où ils vont sur la Lune, une grande
Une grande excursion, mais je pense que c'est avec un mauvais pantalon et je sais plus trop. Est-ce que j'ai vu? Je me demande si j'ai pas vu ça au Cinoche, genre au festival des minorités à Douarnenez, tu vois, dans ce genre. Mauvais pantalon, c'est probablement en plus un des meilleurs courts-métrages et surtout qui a une des courses-poursuites en train miniature les plus folles. Exactement. Et ça tournait pas mal en festoche, quoi. Voilà, c'est Gromit, ça a pendant très longtemps en fait été et Hardman d'une certaine manière, hein, ça a pendant très très longtemps été justement plutôt une niche de festivalier en fait, parce que ça marchait effectivement très très bien. Et là, c'est vrai que autant Shaun le Mouton a été vraiment hyper plébiscité, notamment par les enfants, puisque c'était un programme télévisuel et donc c'est pas tout à fait le même public. Et comme en plus c'est des films et des courts-métrages qui sont sans parole, mais que par des boronymes et puis des onomatopées, c'est assez universel. C'est direct. Donc là, c'est peut-être un peu moins connu, on va dire, des jeunes générations, un peu plus des gens de la mienne ou de la nôtre. Mais ça reste, par contre, il n'y a pas besoin d'avoir vu les autres pour voir celui-là, et ça reste, moi je trouve, ça reste hilarant, quoi. Enfin, ça reste super bien écrit. Alors d'une part, outre le fait qu'en fait on oublie en fait que c'est de l'animation, allez, on va dire au bout de 45 secondes à peu près, en volume. Voilà, et on oublie complètement que c'est de l'image par image, de l'animation, et en fait quand on se rappelle ce qu'on a vu quand même dans le film, et que tout ça c'est fait en image par image, on imagine. Et dans Chicken Run déjà, il y avait quand même une section où les pirates aussi, c'était quand même un très haut niveau de complexité. Et avec ce principe en fait, qui est un principe qu'on revoit souvent dans les Wallace et Gromit, qui est le principe des machines, comment ça s'appelle, les machines Rubber-Goldberg, c'est-à-dire où une pitch-tenette, quelque chose, enfin je veux dire, un mécanisme entraîne un autre mécanisme. Il y a toujours une fascination en fait chez Nick Park. Il y a toujours eu une fascination pour les engrenages, il y a une fascination pour la mécanique. Et ça se traduit à chaque film quasiment, il y a une nouvelle manière dont Wallace se réveille. Oui, voilà, c'est ça. Alors là, c'est assez. Il y a d'ailleurs un très bon gag, c'est-à-dire qu'on nous montre une scène qu'on a finalement déjà vue. On se dit bon, bah c'est bon, je l'ai déjà vu. Puis au bout d'un moment, en fait, la police vient saisir toutes les inventions. Donc en fait, la même scène se déroule, mais il n'y a plus aucun des trucs qui fonctionne. Donc évidemment, ça devient catastrophique. Donc c'est plutôt justement assez intelligent comme manière de jouer avec ce que le public connaît déjà et d'arriver quand même à le surprendre. Et bon, avec le personnage de Norbot, qui est personnage assez flippant quand même, de nain de jardin mécanique, intelligent mais agaçant dans un premier temps, un peu inquiétant dans un deuxième temps, et franchement flippant dès qu'il passe sous le contrôle alors c'est marrant, avec des histoires, justement, on parlait de ça, avec des histoires d'yeux en fait, c'est-à-dire que Fever McGraw, c'est un personnage qui arrive à être super expressif alors qu'il a pas de pupille, alors qu'il a juste deux punaises noires en guise d'œil, quel méchant, en guise d'yeux. Et c'est assez intéressant de voir que Norbot, en fait, le méchant Norbot, en fait, il devient méchant Norbot quand ses pupilles deviennent entièrement noires, en fait, c'est-à-dire quand il a une version finalement nain de jardin des yeux en fait de Feather McGraw, et ça donne une espèce de plan complètement débile pour voler un diamant avec des policiers qui sont complètement à la ramasse, et une poursuite finale digne des Wallace et Gromit. Donc c'est un film en fait où à la fois on a ça déroule exactement le programme d'un Wallace et Gromit. Et en même temps, il y a le côté, il y a un côté presque rassurant, en fait. Alors moi, c'est Gromit, déjà, moi je trouve que c'est un univers qui est douillet. C'est un univers on mange de la marmelade, c'est un univers de tasses de thé, de cheminée, de tasses de thé, de cheminée et de fauteuils en velours. Et donc il y a ce côté très british, de tapisserie murale, de moquette murale et de genre. Il y a quelque chose à la fois bon goût. Mais non, mais il y a quelque chose à la fois. En fait, c'est un peu l'Angleterre des années 60. C'est un peu une espèce d'Angleterre des années 60 revisitée, et avec une espèce d'anachronisme permanent, c'est-à-dire avec un côté toujours un peu vintage. Alors à la fois vintage dans les la mécanique, on va dire, même si là on nous parle justement des réseaux sociaux, des médias, de l'intelligence artificielle, la question de l'intelligence artificielle, mais enfin de manière très très light quand même. Et il y a vraiment c'est comme Mission Impossible 8. Voilà, non mais oui. Quelque part. Mais voilà, donc il y a cette espèce de vision un peu anachronique de l'Angleterre, et en même temps qui est une vision qui est très douillette. Donc c'est un monde en fait dans lequel on est content de revenir. En fait, moi j'ai vraiment ce sentiment-là. C'est un peu comme certains musiciens. On est content de, c'est-à-dire ils révolutionnent pas leur musique à chaque album, mais par contre on est très content de les retrouver parce que il y a quelque chose de chaleureux en fait. Et moi j'ai vraiment retrouvé ce côté chaleureux. Moi j'étais sous mon plaid à regarder ça, il faisait froid dehors, j'ai trouvé ça très bien. Moi j'ai trouvé en film de post Noël, je trouve que c'était vraiment parfait. Et voilà. Et puis moi j'aime beaucoup la dynamique Wallace Gromit, quoi. Qui en plus est à peu près souvent la même dans tous les films, c'est-à-dire que Gromit voudrait. Gromit c'est Cador dans Les Bidochons, c'est-à-dire c'est le chien qui est plus intelligent que son maître.
J'aime cette référence. Voilà, c'est le chien qui est plus intelligent que son maître. Les Bilochons qui sont un spin-off à la base de Caller. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et alors, est-ce que c'est inspiré d'ailleurs? Est-ce que je serais pas surpris que Nick Park connaisse Fluide Glacial, Binet et Bidochon et que cette histoire de chien plus intelligent que son maître, mais peut-être que c'est lié à d'autres modèles. Hein. C'est peut-être, En tout cas, moi j'ai trouvé vraiment ça très réussi, avec des personnages secondaires de flics qui sont super bien. Et puis il y a un Feather McGraw que j'étais très très content de retrouver avec plein de clins d'œil sur les films de prison, sur les nerfs à vif de Scorsese, comme souvent chez Nick Park, plein de clins d'œil cinéphiliques qui sont, pour qui sait les voir, qui sont toujours super bien placés, super drôles, mais qui en même temps, si on les connaît pas, je n'empêche absolument pas la vision du film. Les vasos avec le sous-marin, puis la cornemuse, tout ça. Oui, non mais ça m'a fait penser à la vie privée de Sherlock Holmes. Moi. Oui, exactement. Et puis même penser à la vie privée, avec la cornemuse. Ça c'est super british ça comme truc. Bon, Flore est euphorique. Oui, tout pareil. Toi t'as regardé ça en plus avec ton fiston, donc. J'ai regardé ça en famille. C'est vrai qu'il faisait froid, il s'est mis à sauter partout sur le canapé. Bah oui, c'était son premier. Voilà, c'est Gromit. C'est vrai que je ne l'ai pas montré encore, mais c'est vrai qu'on va pas disserter longtemps sur le génie de l'animation des studios Hartman qui à chaque fois se renouvelle. Tu sens quand même qu'il y a une modernité, que c'est de plus en plus fluide. Tout ce côté. La texture change un peu. La texture change un peu par rapport au premier. Ça c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Plus de numérique aussi. Hein. Mais des explosions numériques notamment. Mais on est toujours, moi je suis toujours en tout cas conquis par cette technique et comme tu le dis Erwan, il y a un côté, il y a ce côté douillet, il y a ce côté rassurant que moi j'aime beaucoup, donc c'est très intéressant de le montrer, du coup moi je l'ai montré à mon fils. Mais en même temps, c'est un film qui reste ambivalent, c'est-à-dire que on est dans l'univers de Wallace et Gromit, mais Nick Park et son acolyte, mais surtout Nick Park, du moins le studio, non plus ne se repose pas complètement sur ses lauriers. Parce que, en effet, ça peut être vu comme une suite de un mauvais pantalon, mais ça peut être également vu comme une variation également de Un mauvais pantalon, étiré sur un long métrage d'une heure 20, parce que peu ou prou, c'est à peu près la même construction, et les deux films se terminent par une poursuite mythique à chaque fois. Alors la poursuite d'un mauvais pantalon, la poursuite en train est absolument délirante, mais ici il y a une poursuite en péniche. Il faut avoir quand même l'idée. Bon, désolé pour le spoil, il faut quand même avoir l'idée, mais on est en même temps sur la même construction, et moi ce que j'aime bien c'est l'ambivalence qu'il y a, parce que oui il y a ce côté rassurant, il y a ce côté vintage, mais ça parle aussi de la modernité. En fait, de manière light, il y a ce côté suite, mais en même temps c'est rassurant parce qu'on connaît l'univers, mais en même temps c'est une variation. Donc toi, en tant que spectateur, c'est intéressant de pointer les variations. Et il y a par contre ce côté, c'est un film pour. Est-ce que c'est un film pour enfants? Je ne sais pas. Mais c'est un film qu'on peut montrer à un très jeune âge parce qu'il y a des gags, parce que les personnages sont attachants, parce que Gromit, ça reste quand même un des personnages les plus fun de l'histoire du cinéma contemporain, du moins de l'histoire du cinéma d'animation. Et en même temps, il y a ce côté, dans tous les Wallace et Gromit, il y a ce côté ultra flippant. Il y a ce côté film de genre qui apparaît. Alors des fois... Moi, j'ai revu avant de venir, ce matin, j'ai revu Un mauvais pantalon. Là, c'était vraiment sur la question du début. Il y a la question du débulage, la question de la contre-plongée sur des bâtisses imposantes. Voilà, il y a une. Le Lapin Garou, c'était ça déjà aussi. C'était un film d'horreur. Il y a vraiment quelque chose en termes de film de genre. Et ici, c'est vraiment sur la question de ce nain de jardin. Déjà, un nain de jardin, c'est flippant de base. Mais là, t'as l'impression. Moi, j'avais l'impression de voir le village des damnés. Enfin, exactement. Non, mais exactement. Moi, j'ai pensé carrément à ça. Après, est-ce qu'il a vu le film du coup, je pense plus le film de Wolfrida, mais je pense carrément. Mais en fait, les deux. Mais t'as l'impression que c'est ça. Et du coup, je fais putain, il insère quand même un positionnement de body snatchers horrifique, fantastique. Vous mettez ce que vous voulez, mais du moins de genre destiné à faire flipper dans un film pour enfants. Je trouve la prouesse qui alterne constamment les deux. Voilà, et je trouve que la prouesse, l'équilibre est toujours là parce que ce côté inquiétant. Alors d'une part, en fait, moi je trouve que là pour le coup, je parlais des années 60, mais vraiment, moi je retrouve vraiment ce que j'aime bien dans le cinéma britannique des années 60, c'est-à-dire à la fois à la fois ce sentiment du confort
matériel, de l'après-guerre, de gens qui ont voilà ce côté hobbit quoi. C'est des gens qui n'ont pas envie d'avoir des ennuis de petits villages, de côté Cardigan. Voilà, de jardins fleuris et en même temps la Hammer, en même temps le village des damnés, en même temps les innocents, en même temps tout ce cinéma fantastique, ce cinéma de l'inquiétude en fait, c'est-à-dire que sous la normalité, sous la banalité même de l'existence, il y a quelque chose il y a quelque chose qui vibre et je trouve que Nick Park il reprend vraiment ça. J'avais un autre truc à dire mais je l'ai oublié, je vais peut-être y repenser, mais je trouve qu'il reprend vraiment cette logique là et moi j'aime beaucoup cette idée justement presque conte de fées en fait de voilà l'idée d'un espèce de monde qui est un monde où tout se passe bien et puis il y a quelque chose à l'intérieur de ce monde là et effectivement les nains de jardin en fait il arrive en plus à le faire avec pas avec du jumpscare en fait il arrive à le faire avec des postures, avec des postures, avec des regards, des angles de vue. Et alors il y a un truc, voilà, c'est ça que je voulais dire. Il y a un truc qui est très intéressant, c'est qu'en fait, c'est ça aussi qui fait que c'est à la fois effrayant et pas effrayant. C'est que c'est toujours vu à travers les yeux de Gromit. C'est-à-dire que c'est toujours Gromit qui repère qu'il y a quelque chose qui coince, qu'il y a quelque chose qui cloche. Oui, parce que Wallace se voit jamais. Wallace se voit jamais. Et donc du coup, à partir du moment où Gromit, dont on sait qu'il est plus intelligent que les autres, sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Du coup, quelque part, on est à la fois inquiet et rassuré parce qu'on se dit qu'est-ce qui va se passer, et rassuré parce qu'on se dit oui, mais ça va. Gromit, qui est l'être le plus intelligent de l'intégralité du film avec Feather McGraw. C'est toujours intéressant de dire que c'est les animaux qui sont toujours les plus intelligents chez Nick Park. C'est valable aussi dans Shaun le Mouton. Bon, voilà, c'est justement, c'est pour ça que je pense que c'est un film qui est très bien pour les enfants. C'est-à-dire qu'on a à la fois ce sentiment d'insécurité, de se dire qu'au bord de la normalité, il y a quelque chose d'inquiétant, et en même temps, il y a cette espèce de côté rassurant de savoir que l'un de nos héros a capté comme nous qu'il y a quelque chose d'inquiétant et qu'on nous laisse pas tout seul avec cette inquiétude, on a une complicité à l'intérieur du film. Oui, parce que l'inquiétude est importante dans la construction individuelle de chacun. Et je trouve que c'est hyper bien vu à ce niveau-là. Et en plus de ça, je trouve que tout le côté, vu que du coup c'est un long métrage, je trouve que tout le côté, il en fait un peu des caisses en termes de films d'espionnage aventure. Et ça, je trouve ça cool. Alors certes, t'as la poursuite, mais je trouve que par rapport à Un mauvais pantalon, je trouve qu'il étire un petit peu plus les scènes de surveillance qui sont beaucoup... Je trouve que là aussi elles sont hyper flippantes. Enfin, la scène où Gromit va voir aux jumelles, je trouve qu'elle est hyper flippante. Et l'autre le voit de loin. Enfin, on a l'impression que l'autre le voit de loin. En fait, il fait la même chose dans Un mauvais pantalon avec le carton. Sauf que dans Un mauvais pantalon, ça ne marche pas. Feather McGraw le voit pas en fait, Gromit. Et là, il le voit. Du coup, encore une nouvelle variation, encore un petit coup de flip. Et là, tu dis, ah putain, c'est bien joué parce qu'il va plus loin, il étire un petit peu plus loin. Donc voilà, reste quand même, c'est un studio qui ne reste pas sur ses acquis, qui continue à aller de l'avant. Et on a beaucoup parlé du formatage Netflix, tout ça, de voir en fait. Là, ça se sent pas trop, moi. Un film comme ça. Après, parce que Hardman, c'est déjà quand même bien installé. Je pense pas que Netflix puisse dire, bon, les petits gars maintenant. Le Jérémy Saulnier, il était sorti chez Netflix également. Ça se voyait moins également. Parce que Saulnier a des choses puissantes à dire. Je pense que Netflix, quand ils ont en face d'eux des gens qui ont leur équipe, en fait, technique, je pense que ça se passe mieux que quand Netflix leur dit voilà, on a trois directeurs de la photo, vous choisissez entre celui qui fait des lumières néon, celui qui fait du rouge et puis celui qui fait du vert. Donc là, c'est une liberté qu'on peut comparer à Saulnier ou même comme Bong Joon-ho, il avait fait Okja. Voilà, c'est une liberté ça faisait longtemps en fait qu'on n'avait pas vu coup sur coup. Je reprends Rebel Ridge et puis voilà, c'est coup sur coup en fait des productions de Netflix. Il y a quelques films quand même, mais avec un sentiment de liberté un peu plus prononcé que un peu plus perso. Je regarde le projet que la plupart des films Netflix. Moi, je regarde juste quand même qu'il soit pas sorti au Cinoche. Moi, j'aurais bien aimé aller le voir au Cinoche. C'est gros. Pareil. Déjà, ça aurait permis de revoir tous les autres en salle, ce qu'on a été cool aussi. Donc voilà, c'est Gromit, la palme de la vengeance de Nick Park et Merlin Grossingham, disponible sur Netflix depuis quelques semaines. On parlait d'horreur, on va rester dans l'horreur, mais cette fois raté en écoutant un morceau d'horreur qui par contre est super bien. En attendant Godard sur Skylab, et donc c'était un extrait bien évidemment du Nosferatu de Werner Herzog, composé par ces génies de Popol Vuh avec Svursprache der Ruftup.
Voilà, extrait du merveilleux film, du chef-d'œuvresque film de Werner Herzog en 1979, qui était un remake donc du classique des classiques de Wilhelm Friedrich Murnau en 1922. Déjà à l'époque, Herzog avait eu l'audace de se confronter au monument du cinéma d'horreur allemand et même du cinéma d'horreur mondial, donc avec le classique de Murnau, mais Herzog, il en faisait quelque chose de quand même à la fois différent mais extrêmement différent du film de Murnau, avec ses caractéristiques propres, notamment la musique de Popol Vuh et un casting quand même de sacrés bâtards avec Klaus Kinski, Adjani, Jean Topor, Jacques Dufilo. C'était quand même pas rien. Et donc que des gens morts, sauf Adjani. Exactement. Franc, oui, voilà. Et donc, Robert Eggers, donc, le réalisateur de films en The avec The Witch, The Lighthouse et The Nosferatu. Et The Northman, donc là, a, on va dire, l'audace, pour ne pas dire l'outrecuidance, de lui aussi se refrotter donc, au classique de Murnau, parce que on le sait... le film de Murnau avait été fait pour contrer les droits donc, du Dracula de Bram Stoker, qu'il n'avait pas, en faisant croire que c'était un film totalement différent avec exactement la même histoire, non, sauf que c'est un pur plagiat. Sauf que les noms avaient été changés. C'est juste la fin qui est pas la même. Ouais, exactement. Et donc après, les problèmes légaux ont été réglés, et donc on sait que Dracula et la figure du vampire, une des figures de la littérature fantastique qui était le plus adapté au cinéma dans des versions à ne plus savoir qu'en faire. D'ailleurs, cette année, on aura une version de Luc Besson de Dracula. Oh non mais attends. Alors attendez, mettons quelque chose au point. Je veux dire, là, tu t'apprêtes quand même à défoncer le film de Robert Eggers, sachant qu'il y a un Luc Besson qui sort, qui fera paraître le Robert Eggers comme un chef-d'œuvre, quoi. Je veux dire, Je peux ne pas aimer les deux. J'en suis capable. Non mais mauvaise foi. Ouais, la mauvaise foi, quoi. Mauvaise foi. Attends, mais comment alors là, je m'y attendais pas. Moi, tu m'as cueilli, quoi. Il y a un Dracula de Luc Besson. Oui. Sérieusement, quoi. Parce que pour Luc Besson, c'est la plus grande histoire de l'histoire. Déjà, tu sens que ça commence très bien. Luc Besson, mais mettez-le à la retraite. Et donc, qu'il arrête de toucher au patrimoine, Luc Besson. Robert Eggers, on sait donc c'est un metteur en scène très référentiel. Dans son cinéma, mettons, la carrière va un peu de mal en pis, parce que donc après des débuts qui étaient pour le coup extrêmement prometteurs avec The Witch, effectivement il avait été porté au nu par une grande partie de la critique. Mais à juste titre, le film est un excellent film. Mais donc peut-être excès de confiance, dès son deuxième long métrage, il part dans des excès d'auteur avec ses très bons côtés et ses côtés un peu trop maniéristes Mathieu avec The Lighthouse, jusqu'à la catastrophique dégringolade avec The Northman, film de bro bœuf qui hurle avec des images. Qui hurle à poil dans un volcan. Voilà, avec des images ultra léchées, t'as vu, c'est trop cool. Et donc là, avec Nosferatu, il ne change pas son fusil d'épaule, mais il prend un plus petit calibre que dans The Northman, donc pour retravailler le film de Murnau et le film le film de Murnau et le film de Herzog, puisqu'il y aura donc des références aux deux, mais je trouve avec un caractère non seulement excessivement empoulé et différent, que ce soit dans la mise en scène, dans la musique, dans le jeu des acteurs, où ils sont tous unanimement mauvais. Même Willem Dafoe n'arrive pas à nous faire une petite sortie de piste qui pourrait être sympathique. Lily Rose Depp est une catastrophe de bout en bout. Et la pâle revient évidemment à ce bon Bill Skarsgård, qui donc nous fait une nouvelle version de Nosferatu, mais version acteur porno 1970 avec une énorme moustache et une voix qui achève de... Que le grand cric me croque. Qui achève de plonger dans le ridicule cette version que personne n'attendait et qui en plus au final est totalement dispensable, avec une photo que je trouve relativement dégueulasse, sous-exposée. Attends de voir le Luc Besson, attends de voir le Luc Besson. C'était pas le même film, Erwan, c'était pas le même film, la visée artistique ne sera pas la même. Et une musique tonitruante que j'ai trouvé globalement dégueulasse, et un discours de manière générale absolument pathétique. Margot. Moi j'ai globalement été assez déçue, sachant que j'avais beaucoup aimé les deux premiers films, donc The Witch et The Lighthouse. Je pense que j'avais un petit peu trop d'attentes parce que j'avais pas aimé The Northman, et là je m'étais dit il va revenir sur l'horreur, donc peut-être que ça va être un peu plus intéressant. Et non. Et en revanche, j'ai trouvé la photo assez jolie. Je trouve qu'il y a quand même plusieurs moments où le film ralentit un petit peu, il installe. Je trouve pas que c'est trop d'effets jolis pour faire joli, pour montrer que quand même, qu'est-ce qu'il est bon. Oui, c'est vrai, c'est ça en fait. C'est dommage parce que il y a rien à manger en fait.
Moi, c'est comme ça que j'ai vécu le visionnage. C'est qu'il y a parfois des moments où on se dit « Ah, ça pourrait prendre et ça pourrait être un peu plus intéressant ». Et en fait, ça prend jamais, ça décolle jamais. Il n'y a jamais de montée dramatique. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, il y a trop de longueur. Et en fait, une fois qu'on a vu le Nosferatu, il y a plutôt une seconde partie où il est arrivé en ville et tout ça. Et ça traîne trop. Et moi, vraiment, j'attendais la fin avec impatience, quoi, parce que je trouvais que c'était trop long. Ou de dire, je ne comprends pas dans la volonté du film de Eggers de resituer le film donc en Allemagne comme le Murnau et comme le Herzog, mais là tout le monde parle anglais, en n'explicitant jamais comment est-ce que venir par bateau depuis les Carpates jusqu'au nord de l'Allemagne, c'est plus rapide que par la route. Alors que Herzog, au moins, dans son efficacité narrative, mais dans prend le temps d'expliquer. Dans le Nosferatu de Murnau, c'est pas plus expliqué. Hein. Oui, mais sauf que tu y crois plus dans Murnau, parce que la mise en scène arrive à te faire croire à ce côté fantastique du fait qu'en bateau, il sera genre en speedboat, quoi. Et chez lui, j'arrive jamais en fait à croire à toutes les choses qu'il me montre. Alors, moi, je serais moins sévère quand même. Moi, sur ce film-là, moi, je l'ai trouvé moins raté quand même que The Northman. Et il y a quand même 2-3 moments. Enfin, il y a quand même quelques moments. Dès que ça devient vraiment des moments horrifiques. Moi, j'ai trouvé que ça marchait pas mal. Je trouve que la scène d'ouverture est bien. Moi, j'ai bien aimé la scène d'ouverture. Je trouve qu'il y a... Moi, j'ai vraiment... où il se fait bouffer, la scène d'ouverture où elle est, la scène d'ouverture dans le parc et tout. Moi, je trouvais que je me suis dit, ok, d'accord, je me sens pas bien déjà. Donc, je me suis dit, tiens, il revient à cette espèce de malaise qu'il y avait dans The Witch, qui était un des grands trucs de The Witch, hein, qui était à la fois ce côté... Oui, mais c'est les 2 premières minutes. Alors, justement, qui était à la fois ce côté très léché en fait en termes d'image, en termes de lumière notamment, et que j'ai retrouvé quand même ici, et mais plutôt dans les scènes de jour que dans les scènes de nuit qui effectivement sont noyées dans une espèce de noir et blanc un peu chiasseux. Voilà, et donc il y a ça, la scène dans le bateau, toute la scène du bateau, moi j'ai trouvé ça bien avec la peste, tout ça. Bon, les plans sur la peste, j'ai des trucs sympas, les trucs dans la ville et tout ça. Moi j'ai trouvé que j'ai trouvé que voilà. Par contre, t'as pas trouvé la mise en place abusément longue? Mais ça me dérange pas parce qu'en fait moi c'est ce que je préfère dans Dracula. Moi, ce que je préfère dans Dracula, c'est la première partie. C'est quand Jonathan Harker, enfin Hutter, ici dans ce film-là, c'est quand Jonathan Harker va rencontrer le comte. Et tu vois toute la scène de repas avec Dracula qui est en silhouette dans l'ombre avec le feu de camp. J'ai trouvé ça bien, moi. J'ai pas trouvé ça nul. C'est pas forcément. Nosferatu, tu l'as pas trouvé pour le coup complètement ridicule. Mais non, en fait, non. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais après tout, pourquoi pas, quoi. Mais pourquoi cette moustache? Non, mais pourquoi pas? Est-ce que c'est plus ridicule que Max Schreck, quoi? Oui. Non. Est-ce que c'est plus ridicule que Christopher Lee avec sa grande cape, quoi? Enfin, la notion de ridicule appliquée à Dracula, est-ce que c'est plus ridicule que le Dracula de Dario Argento, quoi? Plus ridicule que le Dracula de Mel Brooks? Que le Dracula, que les Charlots contre Dracula. Enfin bon. Dracula Paris. Je sais pas. J'ai pas trop. En fait, au bout d'un moment, en fait, ça allait, en fait. Et ce que je regrette en fait principalement dans ce film-là, c'est que c'est un film qui est justement par rapport au Coppola, par exemple. Qui était aussi dans des excès baroques, mais totalement différents. Dans Coppola, je trouvais que le film puait le cul déjà. Je trouvais déjà que le film puait le cul, donc il y avait quelque chose de charnel. Et en fait, il essaye de refaire la même chose. Là, mais non, justement, en fait, à mon avis, il fait complètement l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, le truc, c'est Personne Rosep, c'est juste il le filme que comme une meuf ultra hystérique ou alors des scènes de possession. Mon Dieu, on dirait l'exorcisme du Vatican. Mais quoi. en fait, le problème, c'est qu'en fait, le Coppola est du côté des vivants quand il filme Dracula. Et en fait, Eggers c'est du côté des morts. Et moi, je pense que ça change. Ça, c'est une question de point de vue en fait qui moi est pas forcément, qui est pas trop mon truc, mais que je peux comprendre ce qu'il essaie. Je pense avoir un peu capté ce qu'il essaye de faire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette espèce de côté marbre de tombeau en fait quoi, dans ce film-là. Par contre, évidemment, ça a un désavantage qui est à mon avis la faiblesse principale du film, c'est qu'en fait, c'est un film où il n'y a pas de chaleur humaine en fait. Il n'y a pas de chaleur humaine du tout. Et en fait, les personnages humains du coup sont réduits à des silhouettes, voilà, qui sont pas en plus très très sympathiques. Et Willem Dafoe sans doute apparaît un peu trop tard dans le film. Sans doute qu'il aurait dû apparaître plus tôt. En tout cas, peut-être qu'on aurait dû lui donner plus de scènes, parce que justement, Willem Dafoe apporte
cette espèce de côté un peu foufou qui aurait été bien justement, qui aurait été bien de pousser un peu plus. Oui, parce que c'est quand même vastement sage, même Hopkins. Hopkins c'était. Et alors c'est marrant parce que inverse, c'est un reproche qu'on fait beaucoup au film en disant Willem Dafoe il a l'air d'être dans un autre film. Mais en fait le personnage de Van Helsing dans le Dracula, dans tous les Dracula, il est comme ça. C'est un personnage excentrique. En fait c'est un personnage qui apporte justement une légèreté et qui apporte une respiration en fait. Sauf dans à l'intérieur Van Helsing de Stephen Sommers. Ouais, mais je parle pas je parle des vrais films de Dracula quoi. C'est bien, je parle pas des escroqueries caractérisées. Oh. Et voilà, et donc les comment dire mais non, c'est pas possible que c'est pas possible que la créature de Frankenstein qui existe dans les années dans les années 1820 se retrouve au même moment que le comte Dracula qui est dans les années 1890. C'est pas possible, mais les loups-garous c'est là depuis plusieurs siècles. Bon, on discutera de Van Helsing. Oui, pareil, Dr Jekyll, ça ne marche pas. Il y a des problèmes de chronologie de temps et moi je suis désolé, on mélange pas des monstres qui ont rien à foutre en termes de période historique. Voilà. Mais qu'est-ce que non, mais je suis un fasciste. Voilà. Mais bon, pour revenir à nos. Et dans les monstres attaquent la ville, alors ça vous dérange pas? Non, j'aime bien les monstres attaquent la ville. Mais bon, pour en revenir à Nosferatu, moi c'est ce que je regrette le plus, c'est pas tellement que le film. Moi j'ai pas trouvé que le film était si moche. En fait, je m'attendais tellement à rien qu'en fait j'ai été moins déçu que prévu. Donc vous avez le niveau. Voilà, donc c'est parti de rien pour arriver à pas grand chose. C'est déjà un progrès. Parti de rien pour arriver nulle part. Voilà, donc moi j'ai pas trouvé ça si laid. J'ai pas trouvé l'interprétation si horrible, même si j'ai des réserves sur Lily Rose Depp. Je suis pas du tout convaincu. Je suis pas convaincu par pas mal de scènes dans lesquelles elle apparaît. Et je pense que ça, justement, elle a pas le côté éthéré d'une Adjani ou même d'une Winona Ryder. Je trouve tout agaçante qu'elle pouvait être par ailleurs dans le Dracula était quand même bien. Moi, je trouvais. Pas le même niveau de jeu. Voilà, Winona. Moi, je trouvais qu'elle était bien Winona et même Keanu Reeves, je trouvais. Alors, si on regarde, parce que tu vois Nicolas Hoult, moi j'aime beaucoup cet acteur, quoi. Et je trouve qu'il est plutôt pas mal en Jonathan Harker. Il n'y a pas grand chose à jouer. Quoi. Mais voilà. Il disparaît assez vite de la fiction. Bon, voilà. Donc donc moi je suis pas aussi sévère que toi. Je trouve que c'est moins un ratage quand même que The Northman. C'est moins ridicule. C'est comparer la peste et le choléra. C'est le cas de le dire. C'est moins ridicule. Je trouve ça moins ridicule. C'est discutable, ça c'est clair. Je me suis un peu ennuyé, effectivement. 2h10 bien tapé. Hein, et voilà, et effectivement, ça c'est aussi un truc, le film de Murnau, il fait 1h20. Donc, sérieusement, quoi. Le Herzog, il fait 1h35. Voilà, mais voilà. Vous avez des modèles, vous prenez des modèles qui font 1h20, mais faites-moi des films et vous rajoutez 10 minutes et puis c'est marre, quoi. C'est pas la peine d'épiloguer. Exactement. Et là, le film fait le double. Donc, le film est trop long, quoi. Comme d'habitude, comme souvent. Margot. Oui, je voulais revenir un peu aussi sur ces histoires de possession, d'hystérie. Moi, je me suis dit que ça pouvait être pertinent de... Comment dire je trouve qu'il va pas au bout des choses. Dans le sens où maintenant on sait que historiquement parlant l'hystérie c'est tout un truc et j'aurais trouvé ça intéressant de bosser un peu plus là-dessus, qu'on le voit un petit peu plus tôt sur la psychanalyse et voilà que aussi qu'on puisse mettre ça un petit peu au goût du jour, même si c'est pas obligé, mais j'aurais trouvé ça intéressant entre guillemets où on voit que là où c'est problématique c'est qu'elle est complètement enfermée dans un cadre social, dans une famille. Voilà, c'est ça. Et donc j'aurais trouvé ça pertinent de le creuser un petit peu plus parce que, moi, c'est ce que j'avais bien aimé dans The Witch et The Lighthouse, c'est que sur le plan psychologique, ça creuse un petit peu. Et moi, je trouvais qu'il y avait de la matière là-dedans et je trouvais ça assez intéressant. Et là, je me suis plutôt ennuyée à ce niveau-là. Mais c'est un peu dommage d'ailleurs, parce que moi je trouve qu'il y avait tout un truc à faire effectivement sur l'hystérie, sur l'incompréhension face aux troubles psychiatriques, sur la question de l'emprise, etc. Enfin, il y avait plein de trucs à faire. Oui, parce que le Nosferatu, c'est juste un mec qui a de l'emprise sur complètement. Et qui a une emprise. Et je sais plus qui, je voyais ça, je crois que c'est Red Letter Media qui disait en fait c'était un film normal, en fait un film réaliste, en fait ça serait l'histoire d'un petit couple en fait, et où il y a l'ex toxique qui revient pour foutre la merde et la fille qui doit expliquer en fait que en fait c'était quand elle était jeune et dans le passé et tout ça et qu'elle sait pas comment se débarrasser de cet ex toxique. Et c'est vraiment tu retrouves vraiment ça, sauf que là aussi ça va pas assez loin. Acteur porno des années 70. Ça va pas assez loin et tu vois par exemple moi il y a un truc, c'est que je trouve que la scène finale, et je trouve que c'est dommage parce que la scène finale, je trouvais que je me suis dit tiens mais là il y a une idée, il pourrait se passer quelque chose, cette espèce de scène de sexe mais qui était aussi une scène de sacrifice pour elle de Thanatos et qui est une scène de presque de suicide pour lui. Enfin il y avait plein de trucs psychologiques à exploiter dans cette scène finale et je trouve qu'elle est pas si mal que ça, moi je trouve cette scène finale. Sauf qu'elle arrive
Alors c'est normal, elle arrive. En fait, voilà, c'est ça. Le film aurait dû être plus court, ça aurait dû peut-être être plus centré sur la relation entre les deux personnages aussi. Je sais pas. Resserrer le truc. Mais voilà, mais bon, c'est un peu dommage parce que voilà, je trouve qu'il y a quand même quelques bons trucs quand même. Je n'ai pas trouvé ça totalement mauvais, contrairement à toi. Donc Nosferatu version 2024 de Robert Eggers qui peut-être nous reviendra bientôt avec un autre film en Robert Eggers Nosferatu. On va... Oui, Thibaut ? Non. Je vais pas te lever la main. On va passer à toute autre chose pour finir dans la joie et la bonne humeur en s'écoutant un petit extrait de poésie. Big Nick, original gangsta cop in the flesh. Bob and Bob, huh? How's that mean tennis game? Yeah. Look at you, man. Where'd you pick that up? Nice suit. Well, not with your shopping. I can't afford it. I mean, how does a county sheriff pay for such a beautiful piece of men's fashion? Kidding me? This piece of shit? Nah, this is garbage. Look at you. This thing's tits. Must pay all kinds of ass sporting that, no? You know what? I can't. It's too early in the morning for your fucking circus. You just threw a donut in the hot zone. No, Yeah. I did not. You did. I did? That was fucking wrong. It was. I don't like you, Nick, or how you handle Hey, police. hey, what's up with that? I like you. Aside from the fact that you're a vegetarian. Vegan. I'm a vegan. The vegetarians, they eat Yeah, milk. sorry to hear that. What are you doing here anyway? Huh? I mean, no legal tender was stolen. It isn't federal. Yet. You pausing for dramatic effect? Oh. You're such a big bad lieutenant. I know. Yeah. Can I go now, Dad? Kind of hungry. En attendant, Godard est sur Syllab et donc c'était un extrait de Den of Thieves et qui est en français Strictly Criminal. Donc film de Christian Goudegast sorti en 2018 qui donc mettait en vedette notre camarade Gérard Butler dans son hit à lui, tu vois, c'est polar urbain avec des braquages et des mecs qui ont des énormes bras. Bah, ça sort de la testostérone. Hein. Qui adorent montrer qu'ils ont une énorme paire de couilles poilues dans un concours de sgeg permanent sur 2h20 formidable, rempli de psychologie, comme disait Gérard, notamment dans la version longue, parce qu'il y a une scène où il va au pute. C'est pour lui c'est pour la psychologie, ouais, j'imagine. Et donc, 6 ans après, la même équipe nous revient avec Den of Thieves Pantera, qui se passe donc à Nice, dans lequel Gérard, après les événements du premier film, a été désavoué plus ou moins donc par sa direction, mais il reste toujours flic. Et donc la punition, c'est qu'on l'envoie chez Christian Estrosi. Il décide d'aller enquêter pour retrouver donc le méchant du premier film qui s'était donc échappé, joué par Ice Cube Jr., qui depuis le premier film a pris bien 20 kilos. Ouais, donc, c'est-à-dire, on dirait une énorme andouillette rôtie. Il aime bien les burgers, Ice Cube Jr. Engoncé dans des événements beaucoup trop moulants pour lui. Au bout d'un moment, mon garçon, faut arrêter. Mais globalement, depuis le premier film, Gérard y compris, il a aussi lui bien pris 15 kilos. Il est suant, il dégouline de sueur, il a une grosse beubare, il fume des clopes. À 4h du matin, il va sur un toit terrasse à Nice, il se fait une énorme entrecôte en buvant du whisky Red Label à même la bouteille, en enchaînant les clopes à la chaîne. Et donc, il arrive à Nice pour essayer de rattraper ses margoulins, mais finalement, il va s'associer avec eux pour aller faire un braquage dans la banque de Nice où il y a tous les riches qui mettent plein de trucs juifs, qui est donc évidemment dans le quartier juif. La preuve, on voit le quartier juif de Nice, dans le quartier juif des diamantaires de Nice, la preuve que c'est bien ça, puisqu'on voit, un quartier juif des on voit diamantaires régulièrement dans le film, dès qu'ils sont dans la rue, un juif avec un petit chapeau et puis des papillotes à vélo pour bien qu'on comprenne que c'est un juif acidique, tu veux dire. Exactement, c'est ça. Et donc ça existe vraiment. Oui, ça existe. Je pense pas que ce soit aussi folklorique. Hein, parce que de toute façon, j'ai jamais entendu dire que le film a été tourné aux îles Canaries, donc tu sais. Voilà, c'est ça. Oui, d'accord. Donc l'exactitude est relative. L'exactitude géographique, mais ce qui nous permet d'avoir plein d'acteurs français qui jouent comme des patates. Mais pourquoi ils l'ont pas fait en Anvers? Non, il doit y avoir du crédit d'impôt. Ça commence à Anvers. Ça commence à un braquage à Anvers, justement, chez les Diamantaires. Et donc, ils volent évidemment la personne. Il y a peut-être du crédit d'impôt. Ils volent la personne qu'il fallait pas voler. Donc, par-dessus, se rajoute la mafia italienne. Un imbringlio pas possible. Des rebondissements. En veux-tu, en voilà. Mais donc, globalement, comme dans le premier film, un niveau poussé un peu plus loin. Un petit côté Fast and Furious avec genre le côté famille, bro. Qui donc est évidemment un énorme concours de sgeg entre tous les personnages du film. Mais bon, pas de bol. Gérard se ramène. Et c'est clairement Gérard. C'est lui qui a les plus grosses. C'est clairement lui qui a le plus grosse. Parce que comme je dis, il est puant, il est dégueulasse, mais par contre, comme c'est Gérard, toutes les femmes ont envie de lui. Même quand il est alors qu'il est dégueulasse. Même quand il y a une scène de boîte de nuit où il est ivre caisse, il est défoncé parce que
pour se faire accepter. Donc il doit prendre de la drogue, il doit fumer des ouins, je vais prendre de l'extra. Ce qui lui pose aucun problème. Festival. Bah, il a quand même sa conscience de flic qui parle pour lui. Ouais, enfin, qui parle d'une toute petite voix qu'on n'entend pas trop parce qu'on n'entend pas trop à cause de la basse, quoi. Donc, j'ai pas dit non plus que c'est un thriller psychologique. Est-ce que c'est mieux que Nosferatu? Ah, carrément. C'est quand même beaucoup plus cool. Il y a plein de lumière. Hein. Il y a plein de lumière, c'est extrêmement sympathique. Et il y a un côté presque rafraîchissant de voir tous ces gens qui clairement mangent beaucoup trop à la cantine essayer de faire un braquage en étant le plus discret possible dans des costumes beaucoup trop serrés pour eux. Ils font des cascades. Et est-ce que ça manquerait pas de Russell Crowe en méchant là-dedans? Tu sens que Ice Cube Junior, il doit escalader des trucs. T'as l'impression qu'il a un souffle au cœur dès qu'il va pisser. Franchement, c'est hyper détendu. Mais alors, mais ça manque de Russell Crowe. Ça manque un peu de Russell, mais qui était occupé. Attendez, le Craven le chasseur, donc il ne peut pas être. Il peut pas être partout. Il peut pas être partout. Dans toutes les merdes qui se tournent. Mais donc, il faudra faire un jour une rencontre Gérard Butler. Ah putain, j'en rêve. Gérard Butler, Russell Crowe. Hein. Alors là, parce que là, il y aurait du surjeu, il y aurait du matos. Hein. Il y aurait des accents. Il y aurait des... Mais... Oui, voilà, c'est ça. Alors, Russell Crowe qui jouerait un méchant tchèque. Ah oui, tchèque, c'est pas mal. Ouais, et Gérard Butler qui jouerait un Sud-Américain. un Sud-Africain. Ah oui, un Afrikaner. Oh putain, mais oui. Tu vois, comme Leonardo DiCaprio dans Blood Diamond. Dans Blood Diamond. De Edward Zwick. Ça, c'était nul. Exactement. Et donc, Den of Thieves, on peut pas décemment dire que c'est un film très recommandable, mais c'est un film excessivement sympathique qui suinte la bonne humeur, avec quelques scènes de pif-paf pas dégueulasses, des persos croquignolesques et vraiment un Gérard Butler, mais alors en immense forme, ça fait extrêmement plaisir. Et il joue un peu moins maintenant quand même. Hein. Il tourne encore pas mal. Ouais, mais il joue. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas vu de film de lui. Écoute, moi je les voyais tous avec le grand Simon. Hein. Moi, le dernier que j'ai dû voir récent. Le Plane de Jean-François Richet, par exemple. Non, j'ai vu La Chute de Londres, London Has Fallen. Alors voilà, c'est le dernier que j'ai dû voir, c'est La Chute de Londres. J'ai vu ça, et puis celui avec le sous-marin. Celui il fait des dérapages. Il fait des dérapages en sous-marin. Il fait pas des dérapages, il fait des drifts. Oui, il fait des drifts en sous-marin. Voilà. Ça aussi, c'était pas mal. Comment ça s'appelait ça? Hunter Killer. Hunter Killer, voilà, c'est ça. Et qui était un Gérard sans barbe, parce que Gérard avec barbe, je le trouvais plus sympathique, plus dégueulasse. Et j'en me souviens d'un film de comment dire, de catastrophe. Geostorm, de catastrophe climatique où il se bat contre la météo. Voilà, où il se bat contre la météo. Avec Andy Garcia. Où il met des balles dans la tête à la météo. Un film qui est assez fabuleux parce que des headshots à la il météo. ne branle strictement mais rien. Dans mon souvenir, il reste dans un bureau. Il reste dans un bureau, enfin dans une espèce de truc de salle de contrôle. Il va après dans l'espace. Ah oui, dans l'espace après. Je me souviens plus de ça. Plein de trucs se passent. C'est pas vraiment de son fait parce que genre Gérard est trop. Mais c'est pas lui qui a genre à jouer aux cartes. À la fin, t'as genre son meilleur pote qui pensait être mort, enfin son meilleur pote depuis 5 minutes qui pensait être mort qui revient. Il le voit par le hublot de la NASA. Il lève le pouce en l'air, il fait Hernandez, you son of a bitch. Et puis toi, t'es là, tu te lèves, t'applaudis. À la fin, ils boivent des bières avec son frangin en disant que la pêche, c'est vraiment pour les gros cons. Et toi, t'es là, mais formidable, c'est une belle leçon de vie, quoi. Geostorm, un film à redécouvrir. Très délicat, très léger, de Dan Devlin, l'ancien camarade de Roland Emmerich sur tous ses films catastrophes. Donc gage de subtilité. Sympathique Geostorm. Et Den of Thieves a un petit peu aussi ce même côté. Est-ce qu'il y a un peu plus de headshots? Parce que moi, ce que je regrette quand même, c'est que ces dernières années, étant donné qu'il est un peu gras maintenant, Gérard, il court plus trop après les bandits, il tue il met plus des balles dans la tête et tout ça. Parce que moi, c'est ce que j'aimais beaucoup dans La Chute de la Maison Blanche, c'était la chute de Londres. La Chute de Londres est encore différent parce que c'est une autre forme de déviance. C'est du fascisme. La Chute de la Maison Blanche, moi, c'est ce que j'avais adoré, c'était un tir, une balle à la tête, un tir, une balle dans la tête. Voilà, c'est-à-dire le mec, il fait que des headshots. Mais c'est plus cool que dans John Wick, par exemple. C'est plus fun, c'est moins. Parce que c'est plus nanardeux. C'est moins délicat. C'est plus série B. C'est plus c'est moins généreux. Ouais, c'est plus beauf, un peu con. Donc Den of Thieves, Pantera. Il faudrait qu'on se fasse une spéciale GG un jour. Ah bah parce que là on est parti pour. Ah bah parfait. On est parti pour. L'intégralité de la discours de la filmodia, y compris ses comédies romantiques, tout ça. Et il a eu toute cette période de comédie romantique post-300 où genre il voulait aussi montrer qu'il était acteur charmant, machin. Qu'il avait de la brioche. Exactement. À la place du cœur. C'est ça, exactement. C'était un homme tendre. Mais là aussi, il a quand même quelques scènes un peu tendres et psychologiques où il fronce ses sourcils et il fume sa cigarette de manière très concernée en buvant un litre de Jack. Ça me tente presque. Voilà. Donc Den of Thieves, Pantera de Christian Goudegast. N'allez pas voir de Nosferatu, allez voir ça plutôt. Exactement, c'est carrément plus cool. C'était le premier film qui est sorti. C'est le premier film que j'ai vu cette année au cinéma. Alors quel plaisir. Quelle année, enfin faire top 10. Exactement. Top 10, ça, de toute façon. Pour l'instant, c'est mon top 1 des films. Donc voilà, on va passer au coup de cœur.
C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le La monde merde. s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette C'est vraiment la notion plus de grande justice. merde des Extrêmement merdes. Les coups de cœur carrément Fleuret, en bah, forme ça de va être Rest in Peace. Oui, voilà, ça va être un coup de cœur de circonstance. Donc, moi, ça va être Lost Highway de David Lynch. Peut-être pas le meilleur film de David Lynch, mais en tout cas, moi, mon préféré. Une des meilleures musiques. Moi, clairement, mon préféré. Bande originale, bien entendu, ultra mythique et ultra cool. Mais surtout, je me pose la question de savoir si dans Lost Highway, que j'ai revu hier soir, en fait, du coup, pour l'occasion, je me demande si ce ne sont pas les images les plus violentes de son auteur. Merci, docteur. Alors moi, ça sera la série britannique Slow Horses, voilà, série Apple, si mes souvenirs sont Gary bons, Oldman. dans lequel on trouve Gary Oldman et tout un tas de tronches d'acteurs britanniques qu'on a vus dans plein de trucs et qui font des petits coucous, qui viennent faire des petits caméos. Donc c'est très très sympathique comme film. Il y a Kristen Scott Thomas qui est super. Et puis plein de second rôles, de second rôle habituels des séries télévisées. Donc voilà, c'est efficace, ça joue super bien. Gary Oldman passe son temps à fumer des clopes, à boire du whisky et à lâcher des grosses caisses. Du coup, il s'est pris plein de récompenses pour le film. Il est très bon, il est très très bon. Et c'est une série d'espionnage justement en mode John le Carré, mais avec des gros nuls à la place des mecs, bien, à la place des mecs bons. Mais quand même avec des histoires bien, tordues du cul. Un peu moins chiant que John le Carré, quoi. Mais quand même avec des histoires bien tordues du cul, des histoires de trahison et puis des doubles jeux et tout ça. Donc c'est plutôt double jeu, super émission de chez Harrison. Exactement. Et c'est plutôt pas mal. J'ai vu 4 saisons, il y en a une 5e qui va sortir et que je recommande. Ça se mange tout seul. Très bien, merci docteur. Alors Margot, toi tu avais envie de rire. Non, pas du tout. Non, parce que, pardon, mon coup de cœur de la semaine, c'est le Ruban Blanc de Haneke. Donc, une grande comédie. C'est pas drôle du tout. Par contre, c'est... Autrichien, quoi. Pardon. Il est autrichien, quoi. C'est pas vraiment leur domaine, l'humour. Et qu'est-ce que je voulais dire, très beau, esthétiquement parlant, ceci dit, et je trouve que ça reste des thèmes qui sont assez intéressants. Enfin, voilà, ça critique le clergé, la bourgeoisie, enfin, ce genre de choses. Donc très intéressant, mais très dur. Très bien, merci. Alors moi, dans un tout autre genre, ce sera Soundtrack to a Coup d'État, dont on reparlera, je pense, dans les semaines à venir, de Juan Grimond Prez, film de montage d'archives audio, littéraires et de films donc sur le Congo entre 1960 et 1965, donc le coup d'État et toutes les manœuvres des Ruskov, des Français, des Belges et de la CIA pour essayer de gérer tout ce petit monde à leur sauce dans un film absolument terrifiant et résolument passionnant. On va s'arrêter là. Merci beaucoup messieurs, merci madame, merci Ulysse à la mise en son de cette émission. Prochaine émission, prochaine édition. Ciao, bonsoir. Salut. Bonsoir.